Bonjour Monsieur Timan Coulibaly, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Merci de recevoir Rebelle Pacifique. Donc avant de commencer l'entretien, je vais vous présenter quand même Rebelle Pacifique, qui est un web média. Donc c'est fait par des Maliens et le but c'est d'être le plus indépendant possible. Et ça marche à base d'interviews, de beaucoup d'interviews, parce que nous ne nous contentons pas de commenter ce que la rumeur colporte ou ce que les autres médias font. Nous allons sur le terrain, nous récoltons les informations et nous partageons avec les gens. Donc en cela, nous avons un blog, nous avons une chaîne. Donc je tenais à vous présenter ce média. On n'a pas de gros moyens. Nous ne demandons pas d'aide. Par contre, nous demandons juste que quand les hommes politiques maliens viennent en France, qu'ils nous respectent, qu'ils fassent le détour par nous. Donc en cela, on vous remercie une fois de plus. Tout le peuple de Rebelle Pacifique vous remercie. Donc on va parler de l'actualité chaude, c'est-à-dire les élections à venir. Donc ma première question par rapport à ça, c'est quel était le discours sur la libération du Mali avant la date ou les dates fixées par Dioncounda Traoré pour la tenue de ces élections? Quel était le discours? C'est-à-dire qu'avant le cas Kidal, oui. Quel était le discours? Qu'est-ce que la diplomatie malienne ou le gouvernement malien disait au sujet de la libération du pays? Et ce qu'on disait était très clair. Hein. On disait que il fallait rapidement s'engager dans une action militaire contre les groupes terroristes et salafistes et autres narcotrafiquants qui avaient investi les 3 régions du nord du Mali. Et deuxièmement, qu'il fallait rétablir la légalité constitutionnelle le plus rapidement possible. Et troisièmement, faire en sorte que des élections se tiennent pour que des autorités légitimes, d'une légitimité différente, d'une nouvelle légitimité, au regard de tout ce qui s'est passé, puissent être installées au Mali pour se tourner vers les projets de développement, vers le vrai sujet qui est le développement du Mali dans l'harmonie, dans la paix et l'unité retrouvée. Donc c'était ça le discours, et ce discours n'a pas changé depuis. Mais semble-t-il, il y a un petit différentiel, enfin même pas un petit, il y a un différentiel quand même entre les contenus des discours d'avant tous les villages du Mali. Et aujourd'hui, l'armée malienne est hors de Kidal. L'administration malienne n'est pas en tout cas entièrement rétablie à Kidal. Les gens ayant fui Kidal, ceux qui habitaient Kidal avant, ne sont toujours pas revenus. Est-ce que dans ces conditions-là, au mois de juillet, qu'est-ce qui va se passer? Moi j'ai entendu plusieurs cas de figure. Pas plus tard qu'hier, j'étais au meeting du candidat Moussa Mara, qui se faisait le porte-parole du gouvernement, donc il faut lui dire merci quelque part. Il disait ceci: si l'administration malienne est déployée à Kidal, si l'armée française peut sécuriser cette administration, nous irons aux élections, tous les partis iront aux élections. Est-ce que c'est le discours du gouvernement du Mali? Écoutez, moi je ne peux pas reprendre les propos, comme vous dites, du candidat Moussa Mara. Ce que le gouvernement dit, c'est que Kidal n'est pas une enclave, Kidal n'est pas une exception, Kidal fait partie du Mali. Et ne saurait faire l'objet d'un traitement différent, en tout cas dans le cadre de l'organisation des élections, de leur tenue, et même avant dans le cadre de la stabilisation nécessaire des 3 régions du Nord, afin que tout puisse redevenir normal. Vous savez que nous avons pu obtenir la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui institue une force de stabilisation en transformant la MISMA et en l'augmentant du point de vue des effectifs, pour que d'abord les populations civiles soient moins exposées aux confrontations armées, et deuxièmement faciliter le retour de l'administration. Vous savez que nous avions à traiter plusieurs choses. 1, la déstabilisation institutionnelle, 2, la rupture sécuritaire, et troisièmement, la rupture de confiance entre les gens, entre les Maliens, que ce soit ceux du Nord entre eux, ce qu'on appelle le Nord, et puis que ce soit du point de vue de la classe politique malienne. Tout ça, il fallait recoller les morceaux afin de pouvoir entreprendre une entreprise de normalisation, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, le discours du gouvernement, c'est que Kidal
recevra l'administration malienne. Il ne peut pas en être autrement. Un gouverneur a été nommé et qui va être installé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les forces de rupture qui aujourd'hui sont à Kidal, à savoir le MNLA, comptent des Maliens dans leur rang. Et nous ne voulons pas qu'aujourd'hui encore du sang malien coule. Il ne serait pas bien, au moment où nous avons obtenu toute cette aide de la communauté internationale, que nous avons pu redessiner un certain espoir au sein de la population malienne, et que la communauté internationale est prête à s'engager avec nous pour reconstruire, pour avoir une nouvelle perspective, que nous allions dans une confrontation armée qui, dans tous les cas, tournera à l'avantage de l'armée malienne. Il ne faut pas que les gens s'y trompent. Hein. Ce n'est pas que l'armée n'ait pas les moyens d'aller à Kidal ou que quelqu'un empêche l'armée malienne d'y aller. C'est une décision, enfin un choix politique, en tout cas pour le moment qui nous concerne, qui consiste à donner une chance au dialogue. On appelle le MNLA à déposer les armes pour éviter que l'armée ait à se déployer là-bas, parce que sinon la destruction serait terrible et beaucoup de Maliens risquent de mourir. Donc s'ils entendent cet appel-là, ils déposeront les armes. Je crois qu'il y a des signaux favorables. Il y a des signaux favorables. Ce n'est pas un acte de lâcheté ou d'abandon ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, le rapport des forces est en faveur de l'armée malienne, est en faveur de l'État malien. Donc c'est pour ça que nous devons nous-mêmes fournir des efforts afin de raisonner tous ces gens-là, pour éviter, encore une fois, comme je vous le dis, que du sang malien coule. Très bien. Et si le MNLA ne veut pas déposer les armes? Oh, je crois qu'on obtiendra gain de cause. C'est une hypothèse qui pourrait être catastrophique pour eux. Parce que moi, je vous rapporte les faits. Comme je vous l'ai dit, je vais sur le terrain. Moi, j'ai plusieurs fois eu les représentants du MNLA. Pas plus tard qu'il y a 3 mois, Moussa Agassari, donc le porte-parole officiel, me disait que pour discuter, ils sont partants. Ceci étant, le gouvernement malien voudrait que le MNLA dépose les armes. Pour eux, que le MNLA dépose les armes signifie que le Mali ne veut pas de discussion. Donc s'il reste sur cette position, qu'allons-nous faire? Non, ce n'est pas une position officielle. Ça, c'est certainement un commentaire, j'ai envie de dire, un peu marginal. Ce n'est pas une position officielle. C'est quand même le porte-parole du mouvement. Oui, mais bon, il n'a pas dit ça de manière officielle. Si c'est le porte-parole du mouvement, c'est bien, mais nous avons d'autres informations. D'accord. Donc, lors de la dernière séance des questions des députés de l'Assemblée nationale au gouvernement, tous les députés de tous les bords confondus ont exprimé dignement les avis du peuple dont ils émanent. Donc les Maliens ne veulent pas d'élection présidentielle sans avoir l'assurance que Kidal soit redevenu malien, c'est-à-dire le redéploiement de l'armée malienne, le redéploiement de l'administration, comme je vous ai dit. Est-ce que, si au mois de juillet, à la date fatidique fixée par le président Dioncounda Traoré, l'armée malienne n'est pas à Kidal, allons-nous faire des élections ou allons-nous reporter les élections jusqu'à ce que Kidal soit redevenu une entité, c'est-à-dire avec l'armée malienne et non l'armée française? Vous dites que Kidal doit redevenir malienne. Entre-temps, Kidal est quoi? Ça, je vais retirer cette partie. On va pas se focaliser sur ça. On va juste prendre, si l'armée malienne n'est pas redéployée à Kidal au mois de juillet à la date fixée par Dioncounda, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons aux élections ou nous n'allons pas aux élections? Bon, je continue quand même sur ma réponse. Kidal est bien malienne. D'accord? Notez bien que le MNLA ne représente pas les populations du Nord. Ça, on est d'accord dessus. Le MNLA, oui, mais si vous ne pouvez pas faire les questions et les réponses, il faut me laisser développer mes réponses. Allez-y, allez-y. Voilà. Le MNLA représente un petit groupe d'intérêt. Donc, ce n'est pas entre les mains du MNLA que réside l'avenir de Kidal. Kidal est bien une ville malienne. C'est une région malienne. Et en tant que telle, je vous ai dit encore une fois que nous ne voulons pas mettre les populations d'Aguelhok, les populations d'Abeybara, de Tinesako, de Anefis, nous ne voulons pas les mettre en danger. Pour juste une poignée d'illuminés qui voudraient continuer une aventure désespérée et qui a même des côtés un peu criminels.
nous essayons de les amener à la raison. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Après, si cette entreprise échoue malgré l'appel de l'ensemble de la communauté internationale, même ma foi, le MNLA sera face à ses responsabilités. Mais il est hors de question que cette situation continue. Maintenant, les élections sont fixées pour juillet. Il y a des conditions techniques, politiques et puis sécuritaires. Il faut que ces conditions soient remplies pour que les élections puissent se tenir sur l'ensemble du territoire. Il n'y aura pas d'élection au Mali si elles ne se tiennent pas sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est clair. Nous n'allons pas organiser des élections à gauche et puis attendre qu'à droite, il y ait plus d'opportunités pour les faire. C'est hors de question. Les élections, ce sera sur l'ensemble du territoire du Mali. Chaque Malien devra librement et tranquillement aller voter. Et nous sommes en train de nous battre pour que, d'ici à la date prévue pour le premier tour de l'élection présidentielle, que ces conditions soient remplies. Est-ce que parmi ces conditions, il y a le redéploiement de l'armée malienne à Kidal? Mais bien sûr. Donc, bien sûr. Mais bien sûr, c'est même pas... C'est parfaitement logique. Je ne vais pas vous donner aujourd'hui les positions de l'armée au nord du Mali. Mais l'armée n'est pas loin de Kidal. Je ne vais pas vous donner des positions. Non, mais sans me donner les positions, en fait, si vous voulez, on se demande tous les Maliens, tout le monde se pose la question, est-ce que s'il n'y a pas l'armée à Kidal, nous allons aller aux élections? Je viens de vous répondre, je viens de vous dire qu'il y a des conditions techniques, des conditions politiques et des conditions sécuritaires. Il faut que ces trois conditions soient réunies et que l'élection se tienne sur l'ensemble du territoire. Voilà, c'est la réponse à votre question. Très bien, on va garder cette réponse-là. Elle est bonne en plus, cette réponse. Les gens jugeront, je n'ai pas le droit de juger. Donc les donateurs du Mali ont fait des promesses de dons de 3,2 milliards d'euros, un montant qui excède d'ailleurs les espérances du Mali qui s'est chiffré à 2 milliards. Sur quelle base vous vous êtes dit qu'on a besoin de 2 milliards à l'origine? Il y a eu un plan de relance économique durable qui a été monté par le gouvernement du Mali avec d'autres partenaires qui concernent 12 points bons qu'on ne va pas citer là, mais il s'agit de questions de projets économiques, de projets sociaux, de projets à caractère structurant tels que des plans de développement institutionnel, des projets d'infrastructure, des projets liés à l'éducation, à la santé, de manière à ce que nous ayons assez de moyens pour que les insuffisances constatées par nous-mêmes de notre démocratie, de notre système administratif, notre couverture sociale, couverture sanitaire, de la faiblesse de la gouvernance, de la faiblesse du tissu économique dans sa composante industrielle, financière, des faiblesses de notre système scolaire lui-même et aussi des insuffisances terribles de la décentralisation. Nous avons fait un plan dont la partie sera financée par les ressources nationales, la moitié sera financée par les ressources nationales et l'autre moitié, nous sommes mis à la recherche donc, de fonds pour soutenir ces projets-là. Et c'est sur cette base-là que les évaluations ont été faites. Et nous étions à peu près à on va dire 4 milliards et un peu plus d'euros. Et comme le Mali finance 55%, c'est sur 2013-2014, nous cherchions les 45% donc auprès des donateurs internationaux. Est-ce que c'est pas un peu aller vite en besoin dans la mesure où on va, si les élections ont lieu bien sûr, on va désigner un président et on veut désigner un président le plus librement élu et le plus librement libre dans ses choix. Est-ce que en lançant les bases de ce qu'il va faire, parce que quand vous faites un plan, sachant que au moment où on faisait le plan, il y avait une inconnue qui était le Nord. On est bien d'accord, on ne savait pas exactement l'état des dégâts, l'état des destructions de toute l'étendue du Nord. Et on ne sait toujours pas aussi, même au sud du Mali, il y a certaines données qui ne sont pas connues. Donc, en décidant comme ça que sur un plan qui part jusqu'en 2014, est-ce que quelque part vous ne liez pas les mains, vous ne mettez pas une menotte au prochain président qui va être élu? Au contraire, on lui prépare le travail. Mais avant la crise, nous savions que le Mali avait des faiblesses.
Nous savions qu'il y avait des problèmes dans le nord du Mali, qu'il y avait des insuffisances. Avant la crise, nous savions que notre démocratie devait être améliorée. Nous savions que les rapports entre les gouvernants et les gouvernés devaient changer. Nous savions que notre pays était victime de beaucoup de choses, de mauvaise gouvernance, de corruption, de détournement de politique publique, et de détournement même de victimes de délinquance financière, et ainsi de suite. Donc, nous connaissions les problèmes du Mali, et qui sont des problèmes communs à nos pays africains. Ce n'est pas un monopole du Mali. Nos États sont en construction et ont des faiblesses. Et ça, quel que soit le président élu, il va falloir qu'il s'attaque à ces questions-là. Donc le travail que nous on a fait est un travail qui se fonde sur ce que nous savions avant et sur ce que nous avons appris de la crise. Et on a des informations sur les destructions au nord du Mali. Dans les 3 régions, on a des informations sur les destructions. Il y a des infrastructures qui ont été détruites, il y a les réseaux d'eau potable, l'hydraulique villageoise, les infrastructures routières, les hôpitaux, les écoles. Nous savons ce qui a été détruit et nous savons ce qui manquait avant la crise. Donc tout ça, c'est des éléments qui, à mon avis, vont servir le prochain président et les prochains gouvernements. Nous sommes sur 2013-2014 et puis après, il y a d'autres plans qu'il va falloir dérouler à partir de là pour que on puisse réduire considérablement et réellement le fossé qui existe entre les riches et les pauvres, et que nous puissions avoir une politique de construction d'une élite nationale qui puisse prendre les problèmes du pays en charge. Non, je crois que nous ne lions pas les mains au prochain pouvoir, au contraire, nous lui donnons des moyens. D'accord. Vous êtes mieux informé certainement que moi, vous savez qu'aujourd'hui il y a un grand fossé qui s'est creusé entre les Maliens et leurs dirigeants. Comment vous expliquez ça? En fait, il y a un déficit de confiance. Aujourd'hui, par exemple, les gens ont l'impression que les décisions les plus importantes depuis le début de la crise sont prises à Paris et non à Koulouba. Quelle explication vous avez par rapport à ça? Non, ce n'est pas gentil pour votre gouvernement de dire que les décisions sont prises à Paris quand même. À Paris, ils ne peuvent pas connaître le Mali mieux que nous. Paris nous aide beaucoup et Dieu merci, d'ailleurs, on a des amis qui nous aident, qui ont accepté de venir défendre notre République, notre liberté, mais ils ne prennent pas de décision à notre place. Le plan qu'on a fait, c'est nous qui l'avons fait. Ils nous ont aidés en nous donnant de la ressource humaine pour nous assister. Parce que vous savez, aujourd'hui, un État qui s'effondre comme ça, pour qu'on puisse le relever, il faut beaucoup de compétences et il faut souvent un œil extérieur et qui puisse prendre la distance avec l'événement et qui puisse être neutre. C'est important ça. Donc les décisions ne sont pas prises à Paris. Et puis alors la rupture de confiance. Mais c'est normal qu'il y ait une rupture de confiance. C'est parfaitement normal. La classe dirigeante s'est très mal comportée dans notre pays depuis plusieurs années. Et même quand il y a eu cette crise, il y a eu des comportements qui étaient totalement inadmissibles. Mais mettons tout ça sous le coup des vicissitudes de l'histoire. Vous savez, un pays se construit aussi souvent dans la douleur, dans l'affrontement, l'adversité. Et à partir de ce moment-là, on sait où sont nos faiblesses. On sait ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit plus faire. Il y a des comportements qui ne devront plus avoir cours dans notre pays. Et pour ça, il faut que tout le monde se batte. Alors, cette confiance qui a été rompue, il faut travailler à la rétablir. Et pour ça, donner l'opportunité à nos compatriotes de voter librement pour les candidats de leur choix, pour le président, pour les députés. Après, ils sont responsables du mandat qu'ils vont accorder. J'espère simplement que les pratiques qui consistaient à aller acheter les votes à 1000 francs ou à 500 francs dans les villages ou à coups de thé ou de t-shirt ou de ceci ou de cela vont s'arrêter. Mais c'est aussi la responsabilité des citoyens, de ceux qui votent, de faire arrêter ces pratiques-là. Si vous acceptez de prendre 1000 francs pour voter pour quelqu'un, demain ne venez pas non plus vous plaindre qu'il n'a pas fait ce que vous vouliez qu'il fasse. C'est aussi ça la vérité. La vérité, c'est que moi, si j'étais, par exemple, candidat de cet arrondissement de Paris, je ne pourrais pas vous payer avec 1000 francs. Est-ce que ce n'est pas parce que la mauvaise gouvernance a rendu le Malien tributaire de ce genre de situation? C'est-à-dire que le politique a infantilisé le Malien et le politique se sert du Malien pour arriver à ses fins. Avec un t-shirt ou du thé ou du sucre, et j'ai appris maintenant qu'ils ont rénové, ils ont rajouté de la mayonnaise. Ça fait plus classe. Est-ce que ce n'est pas voulu?
mayonnaise, ça fait prendre du poids aussi. Est-ce que c'est pas voulu parce que tous les partis le font? Oui, mais écoutez, moi ce que je vous dis, le problème est des deux côtés. Les hommes politiques font les opportunistes et ont des mauvaises pratiques, mais il faut éclairer le citoyen. Il ne faut pas laisser le citoyen dans ce piège-là. Il faut aujourd'hui éduquer, le mot n'est certainement pas le meilleur, mais il faut le sensibiliser sur l'importance de son vote et le sensibiliser sur le fait que pour un pot de mayonnaise, peut-être même périmé, qu'il n'aille pas placer son destin entre des mains qui ne sont pas des mains sûres. Je crois qu'il y a ce travail de sensibilisation aussi à faire. Vous savez, la démocratie, c'est un exercice extrêmement difficile et qui est long à construire. Il faut se mettre ensemble pour que une certaine race d'hommes politiques ne puisse plus sévir dans nos pays. C'est ça qu'il faut faire. Et ce n'est pas seulement au Mali, c'est un peu partout. Donc le Mali, c'est notre problème, mais sachons peut-être aborder les thèmes, vous qui êtes aujourd'hui acteur de l'espace public, dont le travail quotidien consiste à informer les gens, il faut aussi inclure dans vos démarches et dans vos procédés des thématiques de sensibilisation afin que ce citoyen malien puisse échapper à ces choses-là. Vous aujourd'hui, forcément vous me direz que vous avez des espoirs en l'avenir. En quoi l'homme malien a changé aujourd'hui par rapport à tous les tares qu'on vient de citer? Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir un espoir en demain, en 2014, 2015? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans l'homme malien? Mais sans espoir, mon cher ami, on arrêterait tout, y compris cette interview, parce qu'on se dirait qu'elle ne servirait à rien. Bien sûr. Alors, comment voulez-vous laisser un pays sans espoir? Moi, j'estime aujourd'hui qu'une de nos missions, c'est de reconstruire l'espoir. C'est de dire aux Maliens, ne vous en faites pas, nous avons vécu quelque chose de terrible, de traumatisant, mais sachons, en grand peuple, nous relever, parce que les grands défis, les grands problèmes se posent au grand peuple. Sachons nous relever et ayons confiance, parce qu'on n'a pas de pays de rechange, malheureusement. C'est le Mali, c'est notre pays, on n'en a pas un autre. Et on ne saurait aller, ma foi, nous mêler des affaires des autres sur leur territoire. Donc, chérissons notre pays, faisons en sorte que ce qui n'est pas bien s'améliore d'année en année, faisons en sorte que les enfants maliens soient de mieux en mieux éduqués, faisons en sorte que la gestion de l'État soit de plus en plus orthodoxe et plus près des intérêts des citoyens maliens, et faisons en sorte que progressivement la grande corruption s'éloigne de notre pays. Parce que notre économie a été criminalisée par le trafic de drogue, la prise des otages, et ainsi de suite. Et tout cet argent-là, c'est de grosses sommes d'argent, s'infiltre dans les circuits financiers. Donc, ça criminalise aussi nos finances. Et la criminalisation financière n'a d'autres conséquences que la criminalisation de la politique. Donc, si nous n'arrêtons pas ça, ce sont des criminels qui risquent d'être nos gouvernants. Et ça, on a vu dans des pays où des complices de trafiquants, de grands trafiquants de drogue étaient chefs d'État. Et ça a été vu dans certains pays. Et le Mali ne saurait devenir un narco-État. Et nous devons nous battre contre ça. Et sans concession. Et nous battre contre l'extrémisme sans concession. Mais ça, la solution, c'est la prospérité économique, c'est tracer une nouvelle perspective pour les populations. D'accord. Pour revenir à la diaspora malienne, on ne se sent pas, les gens de la diaspora, les jeunes comme les anciens, ne se sentent pas impliqués dans... Nous sommes impliqués ici. C'est plutôt à base de Western Union et de MoneyGram. Je vais vous donner des exemples. Quand il y a eu, sous l'ancien gouvernement, il y avait une commission nationale de... je ne sais plus, non, c'était pas la commission nationale de réconciliation, c'était plutôt pour des espèces d'états généraux. On a vu qu'il y a eu des compositions, mais il n'y avait aucun membre de la diaspora. Est-ce que les membres de la diaspora servent qu'à envoyer des Western Union ou des MoneyGram? Alors, bon, écoutez, les membres de la diaspora envoient des Western Union ou des MoneyGram, c'est normal. C'est normal. C'est pas les membres, ceux qui sont
à Paris ou ailleurs, qui ont laissé de la famille à Tourngoumbe ou à Djamounté Kamara, vous pensez que c'est pas de la politique que d'aider sa famille à s'en sortir. Ceux qui viennent ici peiner terriblement, vivre dans des environnements hostiles, travailler dur, mais leur souci, c'est le bien-être de ceux qu'ils ont laissés là-bas. Mais ça, depuis que le Mali a été Mali, ça a été comme ça. Nos grands-parents et tout ça parcouraient le monde pour envoyer de l'argent pour que les gens vivent. Ça, c'est normal. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est quel est le niveau d'implication de cette diaspora malienne qui est importante pour le Mali, non pas sur le plan financier, non pas sur le plan financier, parce que chaque Malien étant à l'extérieur est un ambassadeur du Mali. C'est pour ça que la diaspora est importante. Vous comprenez? Et quel est le niveau de cette diaspora? Quel est le niveau actuel? Quel est le niveau souhaité par la diaspora elle-même? Et comment faire en sorte que l'apport de la diaspora, au-delà des Western Union et des MoneyGram, puisse être réel dans la construction nationale? Moi, je pense que c'est ça le débat. Mais je crois qu'il y a eu des hauts conseils de Maliens de l'extérieur, il y a des associations de ceci, il y a des associations de cela. Je crois que ce qu'il faut se dire, c'est que, encore une fois, sur ce terrain-là, c'est la politique et les politiciens, certains politiciens qui ont joué avec la diaspora. Et une partie de la diaspora elle-même s'est prêtée à ce jeu-là. Donc du coup, les communautés maliennes souvent se retrouvent complètement divisées dans certains pays, des affrontements formidables et complètement stériles, qui font que l'ambiance est mauvaise, des affrontements qui font que la contribution de la diaspora devient totalement improductive. Alors, je crois qu'il faut faire attention à ça. À Paris où nous sommes, il y a des Maliens extrêmement brillants, entreprenants, très intelligents, qui peuvent être très utiles pour le pays. Alors, il faut faire en sorte que ce capital-là soit mis à contribution. C'est ça ma position. Mais sinon, le MoneyGram et Western Union... La Commission nationale de réconciliation, il n'y a aucun représentant de la diaspora. Oui, ben, je crois que ça, c'est des choses qui peuvent se réparer. C'est des choses qui peuvent se réparer. Il y a le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Il y a le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Normalement, il devrait quand même servir à quelque chose. Donc, moi, je ne suis pas ministre des Maliens de l'extérieur. Hein. Il ne faudrait pas, surtout que mon très cher ami et frère Demba Traoré, ministre brillant et intelligent, en prenne ombrage. Je ne voudrais pas trop insister sur cette thématique. C'est lui qui est en charge de cela. Mais en tant que responsable politique, je trouve que les Maliens de la diaspora devraient faire attention aux divisions. Il faut faire attention aux divisions. Moins il y a de divisions, plus il y a de cohérence et plus les intérêts de la diaspora et sa représentativité pourraient être optimisés. Mais enfin, pour conclure cette petite partie, en fait c'est un jeu qui est animé par le politique parce que pas plus tard qu'hier à Aubervilliers, il y a eu un spectacle, on a invité le représentant de la diaspora malienne. Donc il y a M. Mahamadou Sissé qui est monté, représentant du CBMF. Et il y a M. Ahmedi Diarra qui l'a suivi. Il avait l'intention d'aller tenir le même discours que l'autre avait tenu. Enfin, c'est toujours comme ça quand ils sont allés chez Hollande, quand on a été reçu chez Jean-François Copé. Chaque fois, il y a un bicéphalisme. À un moment donné, il faudrait que votre collègue, le ministre des Maliens de l'extérieur, fasse quelque chose parce que nous, ça nous déshonore très sincèrement. Voilà. Donc, c'est un message que je vous venez de dire ce que j'ai dit. Voilà, non, mais je suis d'accord avec vous par rapport à ça. De faire quelque chose parce que le ministre, c'est votre voisin au Conseil des ministres. C'est un petit mot de la part de Rebelle Pacifique. C'est même plus que mon voisin, c'est mon frère. D'accord. C'est mon frère et c'est un ami. Donc dites à votre frère de faire quelque chose. Voilà, et je vous assure qu'on en parle souvent. D'accord. Et c'est un souci pour nous, cette division-là. Mais qu'est-ce que vous voulez? On va y travailler, on fera ce qu'on pourra. D'accord. En 1992, où étiez-vous et qu'est-ce que vous espériez du spectre de démocratie qui pointait le nez? À quel moment en 92? En 1992, quand il y a eu le coup d'État et ensuite... Le coup d'État, c'était en 91. Non, mais 91, je veux dire, les premières élections plurielles au Mali ont eu lieu en 1992. Où étiez-vous? Qu'est-ce que vous faisiez et qu'est-ce que vous espériez? En 1992, exactement le 22 septembre 1992, j'ai présenté et soutenu un mémoire quand je faisais ma maîtrise de sciences et techniques de presse et de communication à l'université de Saint-Étienne. C'était le 22 septembre 1992.
Et je me souviens que sur la première page de mon mémoire, j'avais dédié le mémoire à la Troisième République du Mali et pour tous les espoirs qu'elle suscitait en moi. Et ça, c'était en septembre. Au mois de juin, juillet, août, j'étais en train de rédiger ce mémoire, bien entendu. Donc les élections ne m'ont pas trouvé au Mali. J'étais enfermé dans ma chambre d'étudiant pour terminer mon travail. Avant ça, en 91, quand il y a eu le coup d'État, j'avais fait un stage de journaliste au Mali et j'ai couvert la conférence nationale. Donc voilà, moi j'étais étudiant, j'étais plein d'espoir. Et aujourd'hui encore, je suis plein d'espoir. Mais ce qui est sûr, c'est que les événements de 2012 sont venus démentir les attentes de 1991. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui a été mal engagé. Il y a plein de choses qui ont été mal gérées. Il y a eu des espoirs qui ont été trahis. Il y a eu des espérances qui n'en valaient pas la peine. Mais ça fait partie du processus de construction d'une démocratie. Le Mali est une nation, ça c'est un fait. Maintenant, nous sommes en 2013. Il faut se battre pour reconstruire une république qui puisse être le réceptacle de nos aspirations à nous tous. Donc 20 ans après, justement, après vos études à Saint-Étienne, vous êtes aujourd'hui acteur majeur de la scène politique au Mali. Vous représentez un grand portefeuille ministériel. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un éternel recommencement des faits? Parce que vous aviez des espoirs en cette époque. Aujourd'hui, d'autres personnes ont des espoirs. On a parlé de rupture, de déficit de confiance. Est-ce qu'il y a un éternel recommencement des faits? Non. Non, non, non. L'histoire ne se répète jamais, au fond. On a l'impression que l'histoire se répète, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous sommes simplement dans un processus qui connaît des crises. Vous savez, même le corps humain, au fur et à mesure de sa croissance, il y a des maladies de croissance. Ça fait partie des chocs. Et cette crise-là, moi, à mon avis, sera structurante pour les Maliens. Et je crois qu'elle va nous servir de leçon et il y a des choses que nous ne reprendrons pas. Ça ne fait que 20 ans. Ça ne fait que 20 ans. 1960, ça fait juste 53 ans. Ça fait juste 53 ans. Vous savez, des pays dont les démocraties ont 2-3 siècles sont encore dans des débats sur des questions quotidiennes. Voilà. Et la vie humaine, comme l'humain lui-même, est très complexe. Et nous devons être courageux, nous devons être lucides et savoir que ce qui nous arrive, c'est inscrit dans notre histoire. Vous savez, la période très chrysogène là, de notre zone, c'est depuis le début des années 90, où des crises violentes et excessivement militarisées ont commencé. Sierra Leone, Libéria, l'espèce de situation moribonde en Guinée, et puis après la Côte d'Ivoire en 1999, cet énorme choc en Côte d'Ivoire, et puis, ma foi, le Mali. Tout ça, c'est un processus de construction qui est en cours. Et donc, souvent, comme nos États sont très faibles, et que les réponses à certaines situations restent simplement militaires, et que nous sommes dans des environnements sociologiques et historiques qui sont marqués, souvent d'ailleurs par une histoire violente. On n'a pas beaucoup de temps, sinon on parlerait de la conquête du Soudan, un épisode violent dans l'histoire de cette partie de l'Afrique. Et en plus, comme les populations sont exposées à l'ignorance et à la pauvreté, ça rend l'explosion de ces crises-là, ça en fait des phénomènes dont les dynamiques ne sont pas totalement maîtrisées. Donc à partir de ce moment, il faut à chaque fois que nous ayons la sérénité nécessaire et la lucidité nécessaire pour prendre les décisions qu'il faut, et puis se dire aujourd'hui que nous ne sommes pas une île, nous sommes dans un ensemble qui s'appelle la CEDEAO, nous sommes dans un ensemble qui s'appelle l'Union africaine, sur un continent qui est l'Afrique, et que nous appartenons au monde. Nous avons des imbrications les uns par rapport aux autres qui font que il faut que nous nous inscrivions dans un mouvement mondial
tant sur le plan de la démocratie que sur le plan de la bonne gouvernance, parce que forcément, quelque part, nous dépendons les uns des autres. Qu'est-ce que vous allez faire le lendemain du deuxième tour, quand le nouveau président sera désigné? Qu'est-ce que vous allez faire après? Ben, écoutez, quand le nouveau président sera désigné, j'irai certainement le féliciter. Hein, déjà. Non, mais après, qu'est-ce que vous allez faire? Après l'avoir félicité, ben, je rentrerai chez moi. Et après? Après, si ça dépend de l'heure à laquelle je rentre, si je dois faire une sieste, À supposer que c'est 10 h du matin. Si c'est 10 h du matin... Quels seront vos projets? C'est là où je veux en venir. Vous savez... Vous êtes chef d'un parti politique? Je suis chef d'entreprise aussi. Vous êtes chef d'entreprise, donc qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, je vais continuer à travailler. Je vais continuer à travailler à la tête de mon parti politique si le parti le veut bien. Sinon, si le parti ne le veut pas, sûrement qu'on trouvera un président à l'issue d'un congrès. Vous dites ça, mais vous n'y croyez pas en fait. Pourquoi vous Parce dites que ça? vous dites que vous êtes à l'origine de votre parti, ils ne vont pas vous... Je ne suis pas à l'origine. Ce que je veux dire... Je ne suis pas à l'origine. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes... Je suis président du parti. Voilà, vous êtes la tête la plus connue du parti aujourd'hui. Oui, oui, c'est bien pour le parti d'avoir quelqu'un qui est connu. Et je sers le parti. Non, je vous dis, si le parti veut bien, je continue. Si le parti ne veut pas, Et si on vous redemande enfin, on vous propose un poste ministériel? Ah oui, ça on verra bien. Non, ça c'est pas... On verra après. Ça c'est... Vous savez, moi je sers mon pays. Je sers mon pays en tant que chef de parti. J'essaie d'avoir des jeunes militants et de les encourager. Si je peux, c'est peut-être prétentieux un peu, mais j'essaie de les inspirer. Parce que bon, j'ai quand même appris un tout petit peu. Voilà. Et puis après, je sers mon pays en tant que chef d'entreprise. J'essaie de faire des affaires au Mali, de construire des entreprises en dehors du Mali, créer des emplois, créer de la richesse. Et aussi être un exemple de chef d'entreprise, si c'est possible. Après, on m'a appelé au gouvernement pour servir, parce que le président Dioncounda Traoré était mon candidat pour l'élection présidentielle. Et voilà, il m'a appelé à l'aider au gouvernement, je suis venu l'aider. Bon, après, une fois que les élections seront faites, quand un nouveau président aura été installé dans les conditions républicaines que nous voulons, on verra bien. On verra bien. Si on a besoin de moi, si j'estime que je peux encore servir, je servirai. Sinon, il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Voilà. Donc l'interview arrive à sa fin. Je tiens à vous remercier de votre disponibilité. Vous n'avez mis aucune barrière pour la réalisation de cette interview. Donc je remercie aussi Dolo qui a permis ça. Et aussi Mahamadou Yafa Mams, notre Malien le plus connecté. Et puis le caméraman Issa Ngoïba, le Dogon moderne. Donc Rebelle Pacifique, par ma voix, tient à vous remercier. C'est très gentil de nous avoir accordé ça. Merci beaucoup. Voilà, peut-être qu'il y aura une place chez moi, pour moi, à Rebelle Pacifique. Il y a une place, hein. Vous avez un compte officiel Facebook? Oui, j'ai un compte Facebook. Il faut venir sur Rebelle Pacifique, au moins vous verrez ce que les gens pensent de vous quand ils verront l'interview. Oh là là. Oh là là, ça va me traumatiser. Non, mais c'est bien.